Est-ce que tu sais comment a été créé le croissant, les macarons, le champagne ou encore la tarte au citron? Salut la team, c'est Roro Custo et aujourd'hui je vais vous parler de nourriture française. Je vais vous raconter 4 histoires, l'une d'entre elles est fausse, dites-moi en commentaire selon vous laquelle c'est. Mais avant de commencer, si tu kiffes ce genre de vidéos et la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est le lancement, ça fait que quelques semaines qu'on est là, mais franchement c'est un méga kiff. On vous sort une vidéo par semaine, donc j'espère que vous êtes prêts. Histoire numéro 1. On va commencer par parler d'une pâtisserie que l'on aime tous mais qui est pas super cool pour nos fesses, le croissant. Aujourd'hui, quand t'entends parler de croissant, tu te dis directement France, Paris, nanana. Mais apparemment, l'origine du croissant, elle reste toujours en débat. Pour comprendre l'origine du croissant, il faut revenir loin en arrière et on repart au 7e siècle. La bataille de Tours marque une victoire décisive sur les forces musulmanes par les armées chrétiennes européennes. Cette victoire donne naissance à une première légende selon laquelle le croissant aurait été inventé à ce moment-là. Du coup, les pâtissiers auraient préparé cette pâtisserie pour célébrer la victoire. Le truc, c'est que cette première explication sur l'origine du croissant semble fausse puisque elle a été tout simplement soutenue par aucun écrit historique et qu'en plus de ça, les premières fois où on entend parler du croissant, c'est beaucoup plus récent, donc c'est pas censé s'être passé à cette époque-là. Pour comprendre l'origine du croissant, il faut donc voyager plus loin dans le temps, au XVIIe siècle, à Vienne, en Autriche. Oui, t'as bien entendu. En Autriche et pas à Paris. Moi aussi j'avais le seum quand j'ai lu ça, honnêtement je pensais que c'était nous qui avions inventé, mais bref, non, parce que s'il y a un truc qui est chouette, moi j'aime bien dire que ça vient de chez moi. Donc ça se passe en 1683. À ce moment-là, Vienne est assiégée par l'Empire ottoman et en gros pendant la nuit, les forces ennemies ils essayent d'introduire la ville en créant des passages souterrains, sauf que le matin très tôt, il y a qui travaille? Les boulangers, et ils entendent, tu vois, qu'il y a des bruits bizarres et tout. Ils se disent qu'il y a un problème, alors ils décident d'aller prévenir les défenseurs de la ville qui ont réussi à tout simplement repousser les Ottomans grâce à ça. Pour célébrer cette victoire, les boulangers ont décidé de créer une pâtisserie en forme de croissant parce que le croissant c'est un des symboles qu'il y a sur le drapeau de l'Empire ottoman et c'est ainsi que le Kipferl est né. Alors désolé pour mon accent, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je le lis et c'est ça l'ancêtre de notre fameux croissant. Et c'est plus d'un siècle plus tard qu'il va être amené en France. En gros, en 1770, Marie-Antoinette, elle va venir en France pour épouser le futur Louis XVI et avec elle, elle va emporter sa super pâtisserie, le Kipferl, qui est une pâtisserie viennoise. D'ailleurs, je viens de capter du coup pâtisserie viennoise. Je pense que c'est pour ça qu'on dit des viennoiseries, parce que ça vient de Vienne. Donc jusqu'ici, ce que je vous raconte, c'est un peu des légendes, on n'a pas tous les détails et tout, parce que Marie-Antoinette, elle nous a pas non plus raconté toute sa life sur son croissant. Mais par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'au 19e siècle, les boulangeries parisiennes, elles vendaient cette pâtisserie et elles l'appelaient le croissant, tout simplement en raison de sa forme qui ressemblait à la lune croissante. Par contre, la recette telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été un peu retravaillée, affinée, et c'est en 1915 qu'ils ont vraiment fait la pâte feuilletée comme tu la connais aujourd'hui, et ils l'ont fait à Paris. Donc en soi, on peut un peu dire que c'est un truc français qui s'est inspiré de quelque chose mais que c'est français. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi perso, je vais quand même dire que ça vient de chez moi. Pour ceux qui savent pas, le croissant en gros, c'est de la pâte avec du beurre et qui est replié plein de fois jusqu'à ce que ça fasse vraiment une fine couche de beurre pâte, beurre pâte, beurre pâte. Et si tu sais pas comment ça se fait, la semaine dernière, je t'ai sorti une petite vidéo, j'ai passé 24 heures en boulangerie, donc tu peux aller la voir et tu comprendras comment on fait un croissant. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous pensez que c'est la vraie histoire ou non du croissant. Et maintenant, histoire suivante. On passe maintenant à l'histoire d'une autre pâtisserie française qui est très très bonne aussi, le macaron. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé d'en faire, mais si vous y arrivez, vous êtes des boss parce que je trouve ça super compliqué à faire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça coûte une blinde pour un tout petit truc. Alors déjà, vous allez vous rendre compte que le biscuit tel que tu connais aujourd'hui, il est passé par plein d'étapes avant d'en arriver là où il est. Encore une fois, il faut voyager et cette fois-ci, on part au 18e siècle dans la ville de Nancy où se trouvent deux sœurs qui s'appellent les sœurs Macaron. Voilà, donc en vrai, ça commence bien, moi l'histoire me paraît plutôt correcte. À ce moment-là, les deux sœurs, elles confectionnaient des petits biscuits tout simplement pour survivre. Elles les appelaient des macarons. C'était vraiment un truc très simple, sans garniture, pas comme tu le connais aujourd'hui, et c'est devenu très vite très populaire. Mais c'est que au 20e siècle que la pâtisserie telle que tu la connais aujourd'hui, elle a été formée. En fait, c'est Pierre Desfontaines, je sais pas si on le dit comme ça, j'espère que j'écorche pas son nom, de chez La Durée, qui en gros faisait les mêmes biscuits que les sœurs macarons. Et une fois, il y en avait plein de chutes qui allaient être jetées, et plutôt que les jeter, il s'est dit bah vas-y, je vais prendre deux petits biscuits et au milieu je vais mettre une belle ganache pour que ça donne envie et je vais les vendre comme ça. Sauf que ça a eu un succès de ouf parce que les gens ils trouvaient ça plus stylé, plus gourmand et tout, et c'est de là qu'est né
la pâtisserie, vraiment le macaron comme tu le connais aujourd'hui, donc avec les 2 biscuits et la petite ganache au milieu. Bon, depuis c'est vraiment devenu une icône les macarons, genre c'est un truc qui a traversé le monde entier et dont les gens se bataillent, genre vraiment je sais pas si vous avez déjà vu, moi je me rappelle quand j'étais petite, les queues devant les magasins, la durée à Paris, et vraiment tu pètes ton crâne la queue que les gens sont prêts à faire pour acheter ces pâtisseries, donc vraiment c'est très populaire. Et les pâtissiers, bah ils en ont fait plein de formes différentes, du sucré, du salé, il y en a même au foie gras et tout, donc pour te dire c'est vraiment devenu une icône. Pierre, franchement t'as d'être ça. Maintenant que tu connais l'histoire, la prochaine fois que tu mangeras un macaron, tu penseras à ça, au fait que au début bah, c'était qu'un petit bout de biscuit et puis qu'il a évolué comme un Pokémon, tu vois. Encore une fois, dis-moi en commentaire si tu penses que c'est vrai ou pas, et on passe à l'histoire suivante. On va passer à une autre histoire, l'histoire d'une boisson qui pour la plupart est une boisson de kiff, une boisson de célébration, c'est le champagne. Alors je vous raconte ma vie même si vous en avez rien à faire. En vrai j'ai 24 ans mais j'ai un peu passé la phase où tu sais tu te bois un peu la gueule en soirée et tout avec tes amis. Et du coup je bois quasiment plus d'alcool, genre vraiment très rarement. Surtout qu'en plus là je m'entraîne pour le marathon de Paris et alors du coup ben vraiment l'alcool c'est juste bousiller tes entraînements. Et puis même genre j'aime pas forcément ça, mais j'avoue qu'une petite coupette de champagne de temps en temps pour fêter une bonne occasion, je dis pas non. Notre histoire commence avec un homme. Cet homme c'est un moine bénédictin à l'époque du Moyen-Âge et son nom est Dom Pérignon. Et c'est pas un moine comme les autres. C'était un chef de cave dans l'abbaye de Hautevillers en Champagne. Autour de lui il y a des vignerons bah classiques tu vois qui se prennent pas trop la tête et tout machin. Mais lui, il est un peu spécial, il se torture un peu la tête, il a quelque chose de différent. À ce moment-là, lui et plein d'autres vignerons ont observé que les vins qui étaient élaborés dans leur région avaient tendance à refermenter après le déblocage de la première fermentation. Du coup, ça a créé une sorte d'effervescence dans le vin, c'était considéré comme défectueux et on les jetait. Mais Dom Pérignon, lui, il avait pas envie de jeter. Il voyait qu'il y avait quelque chose dans ce vin, il sentait qu'il pouvait en faire quelque chose. Direction son laboratoire, alors j'en ai aucune idée s'il était dans un laboratoire, mais bref, il a commencé à faire plein d'expériences pour essayer de contrôler cette seconde fermentation en incorporant différents cépages, différents crus. Je te donne des grands mots pour un peu t'impressionner mais j'en ai aucune idée, enfin bref. Et à ce moment-là, il a donné naissance au champagne. Donc franchement, Dom Pérignon, t'avais le flair, hein, parce que très stylé, je pense après, des années après, quand tu vois ce que ça fait, pas mal. À savoir que les règles qu'il avait trouvées à l'époque pour créer le champagne, c'est encore ce qui est utilisé aujourd'hui, donc je trouve ça trop stylé. Et en fait, pour comprendre pourquoi le champagne vient de là-bas, la région Champagne, elle a un climat très particulier, avec des températures plutôt basses et une pression atmosphérique élevée, ce qui fait que ça atténue la première fermentation, et en bouteille, ça fait une deuxième fermentation après. Et ce processus, il a un nom, ça s'appelle la méthode champenoise. Aujourd'hui, ce champagne, c'est quelque chose pareil qui est connu dans le monde entier et que tout le monde kiffe. Fierté française, hein, on se le dit, stylé. Et encore, moi je trouve ça trop stylé que ce soit d'une erreur que ça a créé quelque chose de bon. Je pense qu'il y a plein d'autres boissons ou aliments ou recettes qu'on mange aujourd'hui qui pareil ont été créées par des erreurs et je trouve ça encore plus stylé. Donc la prochaine fois que tu prends une petite flûte de champagne, tu pourras raconter ta science et ton histoire de Dom Pérignon. Sauf si tu penses que cette histoire est fausse, là, dis-le moi en commentaire. On passe à la suivante. Dernière histoire, j'espère que vous êtes prêts. On repart sur les pâtisseries et cette fois-ci c'est l'histoire de la tarte au citron. Alors encore une fois, je vais vous raconter ma vie même si vous en avez rien à faire. Sachez que moi, la tarte au citron, c'est le seul truc que je trouve vraiment pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que ça a le goût de sang. Sauf qu'on me dit tout le temps, Roro t'es trop bizarre, genre ça n'a absolument pas le goût de sang, genre personne trouve qu'il y a un rapport, donc si quelqu'un est comme moi, s'il vous plaît dites-le moi en commentaire, que je comprenne que je suis pas bizarre ou je sais pas, voilà, bref. Histoire de la tarte au citron. Encore une fois, pour cette pâtisserie, il faut voyager et cette fois-ci on remonte à l'époque médiévale dans une petite cité du sud de la France, une cité où le soleil y brillait quasiment toute l'année et du coup il y avait beaucoup de citrons, beaucoup d'agrumes autour du château. Dans cette cité vivait un jeune et courageux chevalier qui s'appelait Léon. Léon, lui, il kiffait mais vraiment de ouf les citrons. Et donc à chaque fois qu'il partait faire une quête et tout, il emportait toujours des citrons avec lui tellement il était trop fan de ça. Genre il en bouffait matin, midi et soir, enfin bref j'abuse mais il en mangeait beaucoup. Et un jour Léon rencontre une jeune femme ravissante du nom de Thérèse. Sauf que Thérèse, elle ne supportait pas l'acidité du citron. Donc coup de foudre, mais vas-y, il y a quand même un énorme warning Léon, mais bon, il y allait quand même. La Thérèse, il l'a kiffé de ouf et juste il s'est bataillé pendant des années pour essayer de lui faire aimer le goût du citron. Elle a quand même voulu au bout d'un moment essayer de lui faire plaisir et c'est là qu'elle a commencé à faire un peu des pâtisseries, des gâteaux et un jour elle a créé un biscuit, ce qui est la base de la tarte citron aujourd'hui, qui est arrivé à compenser l'acidité du citron et donc le mélange donnait un truc trop stylé qu'on appelle aujourd'hui la tarte au citron. Léon, il rentre d'une quête au calme. Thérèse, elle l'attend avec sa pâtisserie du feu de Dieu, elle lui fait goûter et là Léon,
enfin au 7e ciel, en plein kiff. Thérèse elle vient de lui concocter un bijou, un truc de ouf, il est trop content. De là il lui dit c'est une dinguerie et elle commence à lui en préparer toujours. Même le bruit il court un petit peu autour de chez eux, ils en font goûter à leurs copains et ainsi de suite. Ce qui est stylé c'est que même Thérèse pour le coup, quand elle a goûté, elle a kiffé. Donc de base elle aime pas le citron, mais là ça y est, Thérèse, Léon, coup de foudre, tout va bien, on peut manger du citron ensemble quoi. Comme c'était une petite cité, le bouche à oreille a fait parler autour d'eux et en gros c'est venu aux oreilles du roi qui a voulu goûter la pâtisserie. Donc Thérèse et Léon ils ont été invités à la cour du roi pour présenter leur gâteau. Et le roi qui est un gros gourmand qu'on se le dise, mais surtout grand connaisseur en pâtisserie, il a tout de suite genre kiffé de ouf et l'a adopté, qui est devenu un site, une des pâtisseries gâteaux de la cour. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, pareil, ça a fait le tour de la France et c'est devenu connu. Alors moi ça me termine parce que vraiment on est parti d'un petit Léon qui kiffe son citron à un roi qui en parle et qui déclare, genre je savais même pas que tu pouvais déclarer un dessert officiel, genre c'est trop stylé. Il faut savoir qu'au fil des siècles, chaque région de France a adapté un petit peu sa recette selon ses goûts et tout, comme par exemple l'ajout de la meringue dans le nord de la France pour protéger du froid, et c'est ainsi qu'on a donné naissance à la fameuse tarte au citron. Encore une fois, c'est la dernière histoire, tu me diras en commentaire si tu penses que c'est la vraie ou pas. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que t'as appris de nouvelles choses sur l'histoire de la nourriture, alimentation en France. Franchement moi j'ai kiffé de ouf. Si t'as kiffé, dis-le moi en commentaire, lâche ton meilleur pouce bleu. Encore une fois, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve la semaine prochaine.